je te donne d'autres autorisations. Ouais. Donc, merci, désolé pour les petits problèmes techniques. Donc, oui, donc, et il y a Dominique Jacques aussi qui va s'ajouter à Marianne et moi, là, qui a l'expertise de météorologie, là, qui travaille pour Environnement et Changement climatique Canada. Donc, commençons sans plus tarder. Donc, pour la mise en contexte, donc, on retrouve dans la vie quotidienne les probabilités là, dans diverses situations, notamment les prévisions météorologiques. C'est vraiment un contexte où on va retrouver les probabilités. Puis, il faut savoir que c'est un des domaines mathématiques qui est à l'étude à l'école, autant à l'école primaire qu'à l'école secondaire et par la suite aussi selon les domaines. Puis, notre équipe a pu en investiguer un peu la situation. On a pu voir que la météo n'est pas toujours utilisée de façon optimale dans l'enseignement apprentissage des probabilités et aussi que il y a les ressources didactiques comme les cahiers d'apprentissage, les manuels scolaires, bien, ça occupe une place importante dans l'enseignement apprentissage des maths. Donc, on a voulu un petit peu aller voir, aller fouiller dans ces ressources-là pour voir qu'est-ce qu'on retrouve en termes de tâches probabilistes, puis en termes plus particulièrement dans celles qui sont ancrées dans le contexte météo. Donc, pour la mise en contexte aussi, on a été voir les documents ministériels. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le programme de formation de l'École québécoise au primaire? Donc, on retrouve un certain nombre de concepts et processus. J'attire votre attention sur celles qu'on a retrouvées, dans le fond, dans notre analyse de tâches. Donc, l'expérimentation d'activités liées au hasard, du vocabulaire comme la prédiction d'un résultat qui va être certain, possible ou impossible, la probabilité qu'un événement simple se produise, donc en comparant un événement qui peut être plus probable qu'un autre, également probable ou moins probable. Au secondaire, encore plus de concepts et processus. Et j'attire votre attention sur la représentation d'expériences aléatoires sous forme d'arbres, de grilles, de réseaux, par exemple. Différents types d'événements, dont des événements dépendants et indépendants qu'on a retrouvés dans nos analyses de tâches, puis ce qu'ils appellent des types de probabilités, donc probabilité théorique, probabilité fréquentielle, probabilité subjective. Nous, de notre côté, on trouve qu'il y a un glissement à utiliser probabilité dans un terme autre, quand c'est autre que théorique. Donc, on va parler de probabilité théorique, mais plutôt d'approche, les autres approches probabilistes, l'approche fréquentielle, l'approche subjective. Et aussi, il y a l'espérance mathématique qu'on n'a pas retrouvée dans notre analyse de tâches, mais qu'on a voulu développer. Donc, on va vous expliquer qu'on a voulu développer cette analyse-là en proposant des tâches probabilistes qui sont ancrées dans le contexte météo. Donc, on s'est posé comme question, est-ce que la météo est un contexte potentiel pour l'enseignement-apprentissage des probabilités? Et là, normalement... Et Dominique n'est toujours pas des nôtres. Dominique, qui est notre météorologue, qui devait présenter avec nous. Donc, je vais essayer de prendre la relève en essayant de ne pas trop dire de bêtises, mais on voit ici une petite image de Dominique qui travaille au Centre d'environnement et changement climatique Canada, mais qui, depuis la pandémie, travaille quand même de son bureau à la maison, comme beaucoup d'entre nous. Et où est-ce qu'on retrouve, on a dit tantôt que les prévisions météorologiques, c'est dans des situations du quotidien, bien, c'est souvent en lien avec la prise de décision. Donc, soit parce qu'ils annoncent, on va voir des petits pictogrammes comme ceux-là, des possibilités d'averses. Et là, on va se poser comme question, est-ce que j'ai une décision à prendre? Est-ce que je prends le parapluie ou non? Est-ce qu'il va neiger puis je dois prendre ma tuque, mes mitaines, tout ça? Donc, ça amène à prendre des décisions. Si on regarde la définition officielle, probabilité de précipitation, c'est la probabilité qu'il y ait une précipitation détectable, donc plus de 0,2 mm. Bonjour, Dominique. Si tu veux ouvrir ton micro, Dominique, je t'ai rendu à la définition officielle. Je ne sais pas si tu veux prendre le relais. Ben oui, merci beaucoup. Ça connectait à l'infini, là. J'arrive. On parle de probabilité de précipitation. Merci, Mathieu, d'avoir introduit. Probabilité de précipitation qui a une définition assez facile. C'est la probabilité qu'il pleuve, précipitation détectable, là, il y a un seuil, dans un certain domaine de prévision pour une certaine période. Tu peux passer à la suivante. Avant de vous parler de probabilité de précipitation dans le détail puis de cette définition-là, je voulais vous montrer une image de ce que ça a l'air de la pluie dans tous les jours. Fait qu'ici, dans le panneau à gauche, on a une prévision. Dans le panneau à gauche, c'est-à-dire on a le radar. Ça, c'est l'image
qui a été mesurée. C'est la pluie qui a été mesurée le 2 octobre à une certaine heure. Puis à droite, ce qu'on a, c'est la prévision qui a été faite par le modèle. C'est une prévision à très courte échéance. Celle-là, on parle d'une prévision d'une demi-heure à peu près. Puis on peut voir, là, moi, dans mon expérience, j'en vois beaucoup. Ça, c'est une excellente prévision. Fait qu'on a la pluie à peu près à la bonne place. Mais si vous regardez là, les petites, ce qu'on appelle des cellules, les petites zones de précipitation, les autres ne sont jamais au bon endroit. Il y a toutes sortes de raisons pour ça, puis on ne peut pas vraiment les simuler aux bons endroits. Ça, c'est la prévision à très court terme. Là, Mathieu vient de changer. On parle d'une prévision de 12 heures maintenant, ce qui est encore assez court terme. Et puis là, vous voyez, il y a quand même des différences majeures entre ce qu'on voit sur les radars, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la réalité en termes de précipitation. Et puis à droite, qu'est-ce qu'il y a dans la simulation du modèle. Puis ça, ben, c'est normal aussi. C'est pour ça qu'on va parler de probabilité de précipitation. C'est parce qu'à un certain endroit, on ne sera jamais certain, on n'est pas capable de prévoir avec un degré de certitude élevé où est-ce que va être la précipitation. Fait que là, ici, Mathieu, il montre la définition officielle, la probabilité qu'il pleuve dans le domaine, dans la période. Et puis, on va voir que cette définition-là est problématique à certains égards. Fait qu'on va commencer par le domaine. Ici, je montre les domaines de prévision. Et puis, les raisons de ces domaines-là, c'est un petit peu historique. Hein? À l'époque, c'était un prévisionniste humain qui faisait la prévision pour partout. Puis, évidemment, Montréal était plus important. Fait que Montréal est une petite région. Et puis, la région autour du réservoir Manic, ben, il n'y a pas beaucoup de monde. Fait que c'est une immense région. Fait que si vous appliquez la définition à la lettre, bien évidemment, la probabilité qu'il pleuve dans un domaine immense va être plus grande que dans un domaine minuscule. Fait que ce qui arrive de jour en jour, le prévisionniste regarde ça puis il va ajuster, lui, à l'œil, ce chiffre-là pour que ça donne des valeurs à peu près réalistes, que ce soit un petit ou un grand domaine. La période aussi, des fois, c'est un problème parce que le prévisionniste a la liberté de définir un peu les périodes. Puis ça, c'est naturel. Des fois, il y a des journées où il se passe un événement météorologique majeur. Il va passer un front ou quelque chose. Puis il va dire, ben, probabilité de précipitation jusqu'à midi, puis après, beau ciel. Par contre, le fait que ces périodes-là soient variables, ça rend difficile la vérification puis la compréhension par le grand public. Finalement, il y a aussi une règle qui est interdit d'indiquer 50 de probabilité de précipitation. Puis ça, ben, ça fait sourire quand on le dit. Ça aussi, c'est des raisons un petit peu vieilles. Puis quand je parle aux vieux météorologues, ils me disent que ben, ça a été instauré à l'époque parce que les gens d'Environnement Canada étaient tannés de se faire appeler par le public pour dire que leur prévision, c'était pas mieux que de tirer à pile ou face. Fait que tout ça pour dire, là, si on conclut, le pourcentage qu'on voit là, dans la prévision publique, que ce soit aux nouvelles ou sur le site Internet, c'est pas un chiffre qui est aussi objectif qu'on aimerait. Il y a un petit peu de subjectivité qui a été introduite par le prévisionniste, puis ensuite juste par tout le processus autour de ça. Je vais juste ajouter que ce système-là, il y a une refonte actuelle qui est en cours. On a les ordinateurs plus puissants qu'on avait il y a 20 ans. Fait que la méthode est en train d'être changée. Puis on le voit un petit peu là, sur le Weather App d'Environnement Canada. Il y a des 50 maintenant, mais il n'y en a encore pas sur le site officiel Internet. Et puis, ben, dans le futur, ce chiffre-là, la probabilité de précipitation, ça va pouvoir être plus objectif. On va pouvoir la vérifier. Donc, à la lumière des précisions que Dominique vient d'apporter, on peut voir que la météorologie, c'est une science qui est vraiment très complexe, quoique super présente dans la vie de tous les jours. Donc, elle trouve écho dans la vie des élèves, que ce soit à la maison ou à l'école. Puis, elle peut, selon nous, être un contexte intéressant pour l'enseignement-apprentissage des probabilités. En considérant, comme Mathieu l'a souligné au début, que les ressources didactiques occupent une place importante dans l'enseignement-apprentissage des mathématiques, on a donc un intérêt à aller analyser des tâches didactiques, des tâches probabilistes, présentes dans des ressources didactiques qui sont ancrées dans un contexte météo. On a les deux objectifs que vous voyez à l'écran, donc analyser les tâches probabilistes de ressources didactiques existantes pour identifier le recours au contexte météo et développer des nouvelles tâches qui sont ancrées dans un contexte météorologique en tenant compte des forces et des lacunes qu'on aura identifiées dans l'analyse des tâches. Pour ce faire, on va d'abord prendre appui sur une démarche qu'on a faite au préalable, donc l'équipe en didactique des mathématiques. On a réalisé une analyse de 1315 tâches probabilistes qui viennent de 8 ressources didactiques, donc 6 ressources didactiques du primaire dans lesquelles il y avait 722 tâches probabilistes et 2 ressources didactiques du secondaire dans lesquelles il y avait 593 tâches probabilistes. Donc, on a analysé toutes ces tâches-là. Et puis, il y avait une des questions dans notre grille de codage qui était en lien avec le contexte. Et
dans les différents choix, on avait la météo comme contexte et ça nous a permis de trouver 33 tâches probabilistes qui sont ancrées dans un contexte météorologique, 22 au primaire et 11 au secondaire. Donc, c'est vraiment sur ces tâches-là aujourd'hui qu'on s'est penché avec l'équipe en didactique et avec notre météorologue en collaboration. Donc, on a vraiment utilisé une démarche participative en considérant que les particularités conceptuelles propres au domaine de la météo, nous, en didactique, on ne se sentait pas nécessairement à l'aise de les aborder. Donc, on a ressenti le besoin d'ajouter un regard météorologique à nos regards didactiques là, pour analyser ces tâches-là. Ça nous semblait difficile, sinon, d'atteindre nos objectifs sans prendre en considération l'expertise d'une personne météorologue. Donc, dans une démarche qui est inspirée de la recherche collaborative, on a initié un dialogue avec Dominique, d'abord sous forme d'entretien, Dominique nous a ensuite souligné son intérêt là, à collaborer avec nous. Donc, cette collaboration, grâce à un maillage de nos expertises complémentaires, nous offre maintenant une voie pour analyser les tâches probabilistes dans un contexte météo, non seulement par une interprétation didactique, mais aussi par une interprétation du point de vue de la météo. En terminant, la démarche de recherche collaborative, c'est un modèle dans lequel il y a 3 étapes sur lesquelles on va prendre appui, donc les étapes de co-situation, de coopération et de coproduction. Chacune de ces 3 étapes-là est liée à un critère qu'on appelle un critère de double vraisemblance qui vient de l'idée que les personnes qui collaborent ensemble ont des intérêts et des expertises différentes, donc chacun doit pouvoir trouver un peu son compte dans la collaboration. Donc, dans l'étape de co-situation, il s'agit d'un critère de double pertinence sociale. Donc, on veut que l'objet qu'on explore est pertinent pour toutes les personnes qui s'engagent dans la démarche. Donc, ici, l'idée d'analyser des tâches probabilistes permet à l'équipe en didactique des mathématiques de mieux comprendre le contexte météo dans l'enseignement-apprentissage des probabilités, mais ça permet aussi aux météorologues, donc à Dominique, de voir comment le domaine de la météo peut s'inscrire dans l'enseignement-apprentissage des probabilités. Puis c'est d'ailleurs un mandat d'Environnement et Changement climatique Canada là, de donner les outils aux personnes citoyennes canadiennes pour mieux comprendre les prévisions météo. À l'étape de la coopération, la démarche collaborative nous offre une occasion de collecter des données pour la recherche, mais aussi une occasion de développement professionnel dans un souci de double rigueur méthodologique. Donc ici, cette étape a fait principalement réponse à l'objectif 1, alors qu'on va analyser conjointement les différentes tâches. Et finalement, à l'étape de coproduction, dans un souci de double fécondité des résultats, il s'agit de veiller à ce que les retombées de la recherche soient utiles pour les communautés scientifiques et pour les communautés de pratique. Donc, en réponse à l'objectif 2, on cherche à développer des tâches probabilistes ancrées dans un contexte météorologique en tenant compte des forces et des lacunes qu'on aura identifiées. La diffusion des résultats se fait de manière collaborative, comme par exemple aujourd'hui quand on vient partager avec vous ces résultats-là, dans l'idée que c'est primordial pour nous que les résultats soient utiles et viables pour la communauté de pratique. Puis on avait l'impression que notre démarche allait vraiment bien dans l'idée du thème du colloque qui est connexion mathématique. Donc, on trouvait que ça donnait bien. Donc, si on présente les résultats maintenant, l'objectif numéro 1, qui, je rappelle, était d'analyser les tâches probabilistes des ressources didactiques existantes pour identifier le recours au contexte météorologique. Donc, trouver ce qui se fait bien, mais aussi s'il y a des lacunes. Donc, on a commencé à analyser sans avoir nécessairement de catégories de tâches en tête. Donc, on a laissé un petit peu émerger les différentes catégories de tâches. Puis celle qui fonctionnait le mieux, la catégorisation qui nous plaisait le mieux, c'était celle en lien avec les concepts et processus du programme de formation. Et là, on peut remarquer une certaine progression. Donc, on voit un certain nombre de tâches là, ici avec des tâches qui offrent plutôt une question qualitative, une question ouverte qui était dès le premier cycle du primaire, vraiment des questions pour aborder le sujet de la météo, des probabilités. Ensuite, on avait quelques tâches sur l'expérimentation d'activités liées au hasard, toujours au primaire. Ensuite, prédiction d'un résultat. Donc, on travaille le vocabulaire. Donc, est-ce qu'un résultat est possible, certain, impossible? Ensuite, la comparaison d'événements. Donc, oui, en fait, la probabilité qu'un événement simple se produise, puis la comparaison en disant qu'un événement est plus probable qu'un autre, également probable ou moins probable. Il y a ensuite des expériences aléatoires à plusieurs étapes. On a retrouvé des tâches qu'on a catégorisées à l'aide de cette catégorie. Donc, et ça pouvait être en lien aussi pour ces expériences-là. L'emphase pouvait être mise sur la représentation, par exemple, comme on l'a vu tantôt dans les documents ministériels, ou ça peut être sur le calcul ou sur l'indépendance des événements. Puis, finalement, la 6e catégorie, de reconnaître les approches probabilistes. Et on a aussi 2 tâches qui ont été non classées, qu'on n'est pas parvenu à classer dans cette catégorisation-là. Donc, on va aller voir, dans le fond, un exemple pour chacune de ces catégories de tâches.
Donc, on commence avec un premier exemple. La première catégorie des tâches, c'est des tâches qui sont majoritairement au premier cycle du primaire. C'est des questions de réflexion ouvertes, qualitatives, dans lesquelles une discussion sur l'incertitude qui est reliée à la météo peut être amorcée avec les élèves. Donc, par exemple, dans cette tâche-là ici, on demande aux élèves de réfléchir à comment c'est possible de prédire le temps qu'il va faire dans 3 jours. Ça ouvre quand même la porte à une réflexion quant à la complexité de la météorologie. Ensuite, dans une deuxième catégorie de tâches, il y en a seulement 2 des tâches, donc on vous a mis les 2 tâches. Là, ils suivent dans une même ressource, elles sont vraiment une à la suite de l'autre. Et c'est une tâche dans laquelle on demande aux élèves de faire des prédictions météo sur la météo à venir dans les prochains jours, puis ensuite de comparer leurs prédictions avec celles que des météorologues auront fait. Donc, on trouvait que c'était vraiment pertinent de pouvoir se comparer un peu là, et voir que le météorologue, il y a probablement un meilleur taux de succès que nous quand on se base peut-être sur des informations un peu moins pertinentes. Ensuite, dans la troisième catégorie de tâches, là, on retrouve des tâches de vocabulaire qui demandent généralement de distinguer les événements certains, possibles, impossibles. Encore une fois, c'est principalement au premier cycle du primaire. Ici, c'est important de souligner qu'on a aussi considéré des tâches qui ne s'inscrivent pas exclusivement dans un contexte météo. Donc, le contexte météo est identifié avec la flèche rouge, mais les autres énoncés proviennent d'autres contextes où il y a de l'incertitude dans la vie de tous les jours. Donc, on demande aux élèves d'associer les différents événements de droite à la probabilité que les événements se produisent, qui est représentée qualitativement par les mots à gauche. Puis là, j'attire votre attention sur le fait que la réponse attendue pour l'événement « Avoir une tempête de neige à Montréal au cours de l'hiver », c'est presque certain. Alors que plusieurs élèves, et même nous en tant qu'adultes, on pourrait avoir le sentiment qu'il est certain qu'il y aura une tempête à Montréal en hiver. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Ensuite, on a trouvé comme quatrième catégorie la probabilité qu'un événement simple se produise et la comparaison d'événements. Donc, on voit ici une probabilité de précipitation de 90 %. Il faudrait classer ça normalement en disant que c'est plus probable. C'est ce qui est attendu par la tâche. Ici, on se permet d'en faire une critique, en fait, de cette tâche-là parce que pour nous, la comparaison, ça se fait entre 2 événements. Donc, un événement, une prédiction de 90 % va être plus élevée qu'une autre probabilité avec un pourcentage inférieur. Mais ici, ce qui est sous-entendu, ce qui est implicite, c'est que c'est plus probable qu'il y ait de la pluie qu'il ne pleuve pas. Donc, c'est ça qui est implicite. Donc, ça peut être soit ça, qu'on pourrait l'interpréter comme ça, ou ça pourrait être par rapport à 50 % aussi. Donc, c'est plus probable parce qu'on a dépassé le seuil de 50 %. En fait, ce qui revient à la même interprétation. Mais de toute façon, nous, ici, on pense qu'il y a vraiment un glissement parce que qui ne découle pas seulement des maisons d'édition en tant que telles. On pense qu'il y a un glissement à même les documents ministériels où on voit ce genre de glissement-là pour un événement, dire qu'il est plus, moins ou également probable, alors que ça devrait se faire normalement seulement entre 2 événements ou plus de 2. On a aussi, comme 5e exemple, une tâche qui parle d'expérience aléatoire à plusieurs étapes, où on met l'accent ici sur la représentation. Donc, on a des prévisions météo pour vendredi, samedi, dimanche. On demande de faire un arbre de probabilité. Puis on pose des questions ensuite pour savoir quelle est la probabilité qu'il pleuve au moins 2 jours sur 3 pendant les 2 derniers jours. Donc, on est rendu dans cet exemple-là ici en 2e année du secondaire. Donc, ce sont principalement des tâches, principalement des tâches au secondaire. Et on a le 6e exemple de reconnaître les approches probabilistes. Donc, si la probabilité d'être frappé par la foudre, moins de 1 sur 1 million. Et là, on a eu des discussions très animées entre nous. Pour nous, ce n'était pas si clair que ça, et on y reviendra tout à l'heure, mais dans un des exemples qu'on propose, justement, on pense que ce n'est pas si simple que ça. Quelle approche est mobilisée dans un contexte de météorologie? Donc, ce qui est attendu ici, ce serait fréquentiel, mais on pense quand même qu'il y a des informations en lien avec l'approche théorique et l'approche subjective aussi, comme Dominique disait tout à l'heure, parce que dans plusieurs cas, pas ici, peut-être pas par ces informations-là, mais dans plusieurs cas, la météo, le prévisionniste va exercer son jugement. Donc, pour le deuxième, l'objectif numéro 2, c'était de développer des tâches probabilistes ancrées dans un contexte météo en tenant compte des forces et des lacunes identifiées. Donc, on a vu qu'il y avait certainement un potentiel, mais qu'il y avait aussi certains glissements puis des lacunes. Ce n'est pas tous les concepts non plus qui ont été travaillés dans ces tâches-là qu'on a analysées. Donc, il y a Dominique qui dans son contexte de travail, nous est arrivé avec cette idée-là de première tempête de neige.
Oui, ben en fait, c'est une longue tradition au Centre météorologique canadien d'organiser une tempête de concours de neige. Fait qu'à chaque année, d'ailleurs, cette semaine, j'ai reçu le courriel qui nous dit c'est l'heure de miser sur. Fait qu'on peut choisir 3 dates. Et puis là, c'est un moitié-moitié. La moitié s'en va à Centraide, l'autre moitié va aux gagnants qui auront choisi cette date-là. Puis je parlais de ça à Mathieu et Marianne, puis ils trouvaient ça rigolo. C'est devenu un exemple de problème, là. Je vais laisser Mathieu enchaîner. On l'a modifié un petit peu pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc, dans l'énoncé qu'on propose, donc on a vraiment préparé des tâches comme elles peuvent se vivre avec des élèves, puis on a même préparé un guide d'enseignement, j'y reviens tout à l'heure. Donc, et à partir des données vraiment réelles qui ont été collectées là, à Dorval pendant 80 hivers, donc on a pu en arriver avec cette tâche-là. Donc, on a Antoine qui veut essayer de choisir le bon mois, dans le fond, pour gagner le gros lot. Et là, je vous donnerai quelques secondes juste pour essayer de penser à quelles seraient vos prédictions concernant les fréquences. Donc, je ne sais pas si vous voulez juste réfléchir, voir est-ce que vous pensez qu'il y a, si on recule les 80 derniers hivers, est-ce qu'il y a eu plus souvent la première tempête de neige en octobre ou en janvier ou en décembre? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà votre idée là-dessus. Voici les fréquences qui ont été observées, qui ont été recueillies par Dominique de son côté. Et j'attire votre attention sur le 9 en fait. Donc, on voyait tout à l'heure, comme Marianne parlait, que l'événement avoir une tempête de neige à Montréal, ben, c'était presque certain. Et il y a effectivement 9 dans 9 des 80 derniers hivers, à Dorval, il n'y a pas eu de tempête au sens d'une accumulation de neige suffisante qui était de 15 cm dans un 24 heures donné. Et on voit qu'il y a principalement des premières tempêtes de neige en décembre, mais il y en a quand même dès octobre et jusqu'à mars aussi. Maintenant, on ajoute une information ensuite dans cette tâche-là. On va dire, Antoine, pour savoir en fait quel mois il doit choisir, vu qu'on va se répartir la cagnotte sur le nombre de personnes qui ont misé sur le mois, lui, le 31e a voté, puis ses 30 collègues, on voit comment ils ont réparti leur vote. Donc là, je vous demanderais intuitivement quel mois vous auriez tendance à choisir. Là, c'est une question qui est assez difficile. On est capable de faire un peu des raisonnements proportionnels pour dire qu'il y a certains mois où c'est beaucoup plus fréquent, mais il y a plus de monde, mais pas tant que ça de plus. Donc, tel mois vaut plus la peine qu'un autre. Mais pour répondre à cette question-là, ce qu'il faut faire, c'est de calculer une espérance mathématique. Puis ici, dans le fond, c'est une estimation d'espérance mathématique parce que ce n'est pas une probabilité au sens propre, là, au sens théorique, mais c'est une fréquence. Donc, on va estimer la probabilité à l'aide de la fréquence des 80 derniers hivers. Puis, on va être capable, dans le fond, de calculer une estimation d'espérance, puis de voir que, sans grande surprise, en fait, cette espérance-là va être négative dans tous les cas. On trouvait que c'était une belle occasion en même temps de sensibiliser les élèves aux jeux de hasard d'argent parce que ces jeux-là sont souvent défavorables aux joueurs. Donc, dans tous les cas, peu importe quel mois on va miser, ça va être défavorable, mais dans ce cas-là, c'était pour une bonne cause. Puis ce qui explique en fait que c'est autant défavorable, c'est qu'on donnait la moitié de la cagnotte à Centraide. Donc, c'était pour une bonne cause, c'est amusant. Donc, on n'incite pas non plus les élèves à aller acheter des billets de gratuits non plus. Donc, et comment on peut le calculer? On peut demander aux élèves de le calculer, puis après, on peut se demander, OK, mais si la mise n'avait pas été de 20 mais plutôt de 40 ou de 10 ou si au lieu d'avoir 0 personne qui avait misé sur octobre, on en avait eu 2, 3. Donc, et si on changeait ces paramètres-là, donc nous, on a voulu jouer un petit peu avec ces variables didactiques-là. Donc, on en a fait un cahier de l'élève, un guide d'enseignement et un tableur aussi. Donc, je vais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble sans aller dans les détails. Ça charge. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est donner des pistes un petit peu pour l'enseignant qui souhaite piloter cette activité-là parce qu'il peut y avoir des questions qui vont découler de la météorologie et ça va dépasser ce que l'enseignant connaît à ce sujet-là. Donc, on a mis les mises en situation, puis après ça, on a mis, j'y vais très rapidement, j'espère que je ne vous donne pas trop mal au cœur, mais on donne après quelques explications d'ordre didactique, mais d'ordre météorologique aussi, pour dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le sens de l'espérance mathématique, comment on peut aller plus loin. Puis on a même mis un tableur, justement, quand je vous disais de faire varier, de jouer sur les variables didactiques, on a mis un tableur où on peut
on peut changer en fait la mise puis voir l'effet que ça a sur l'espérance mathématique. Donc, par exemple, ici, si on garde les mêmes fréquences et le même nombre de collègues, mais qu'on ne fait que changer ici une mise qui serait maintenant de, j'ai dit 40 $ tout à l'heure. Excusez-moi, ça charge, c'est un petit peu long. Donc, si je mets à 40 $, je vois que les montants vont devenir automatiquement... bon, ça charge toujours, donc ça ne s'est pas actualisé. Mais normalement, les montants vont devenir encore plus négatifs. Ah, voilà, c'est fait. Pourquoi? Parce que c'est l'idée que le jeu est défavorable, puis plus je vais miser, plus ça devient encore plus défavorable. Puis on peut voir aussi l'effet de si je venais changer ici, et par exemple, en novembre, c'est particulièrement, c'est le mois qui serait le préférable, mais si on avait plus de collègues qui avaient misé avant nous sur ce mois-là, bien là, ça veut dire qu'on va répartir le gros lot à plus de personnes. Et là, ce n'est plus lui qui est le mieux, ça serait le mois de décembre. Là, on ne l'a pas paramétré automatiquement pour les couleurs, là. Mais on voit qu'ici, déjà, le mois de décembre est mieux parce qu'il est moins défavorable. Il n'est pas plus favorable nécessairement, mais il est moins défavorable. Donc, et encore là, on suggérait là, des pistes, en fait, pour piloter cette situation-là de façon un peu plus ouverte aussi avec les élèves. Donc, on a aussi réfléchi à une deuxième tâche probabiliste, qui est une tâche un peu plus de réflexion. On disait tantôt qu'on avait eu des discussions assez lourdes là, sur pourquoi le 50 % les météorologues n'ont pas le droit de l'utiliser. Mathieu et moi, on était un peu offusqués là, de l'idée que c'était interdit d'utiliser le 50 %. Donc, on en a fait une tâche. Dans une mise en situation, là, on apprend que vendredi après-midi, il y a quelqu'un qui veut faire un tournage, puis il y a des costumes d'époque, il y a du matériel de tournage qu'on ne veut pas abîmer si jamais il pleut. Donc là, il y a 3 énoncés. La personne regarde la veille et on annonce 50 % de probabilité d'averse pour le vendredi après-midi, le moment du tournage. Et là, elle est fâchée parce qu'elle aurait pu tirer un pile ou face et prévoir la météo aussi bien qu'un centre météorologique. Ensuite, le matin même, là, elle regarde le radar météo sur Internet, puis là, elle voit qu'il y a vraiment de la pluie qui approche de chez elle. Donc là, elle décide d'annuler le tournage. Et le tournage est remis à lundi après-midi à la place. Lundi matin, elle regarde la météo et on prévoit 30 % de probabilité d'averse. Et puis, tout ça nous amène à nous questionner en quoi les prévisions météo peuvent nous permettre de prendre des décisions éclairées dans la vie de tous les jours. Donc, évidemment, c'est une tâche très ouverte et vous avez peut-être intuitivement des idées là, de questions qui vous viennent en tête, comment vous pourriez piloter cette tâche-là avec des élèves. Donc, quel genre de questions, à quel moment je pourrais poser. Donc, nous, on a des pistes de questions qu'on vous propose. D'abord en lien avec le 50 %, non, avant même ça, désolé, en lien avec l'idée des approches probabilistes. Donc, on se demande, est-ce que cette prévision-là, elle découle de l'approche théorique, fréquentielle ou subjective? Et puis là, comme a dit Mathieu, bon, je n'irai pas trop en détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, mais ça découle un peu des 3 selon nous. Et puis, vous verrez, si jamais vous allez regarder là, dans le guide de l'enseignant qu'on a mis, qu'on rendra disponible, on a mis des pistes de réponse là, à nos questions parce que ce n'est pas des questions oui ou non très fermées. Donc, vous pourrez réfléchir à ça en regardant nos pistes de questions et nos pistes de réponses. Donc, ensuite, en lien avec le 50 %, on se demande, est-ce qu'elle a raison, Andréline, d'être fâchée là, quand elle voit le 50 % de probabilité d'averse? Après ça, on peut questionner les élèves aussi à différents moments là, sur la décision qu'Andréline devrait prendre. Est-ce qu'elle devrait allumer son tournage? Est-ce que la prévision était bonne aussi? Est-ce qu'on peut toujours dire, dans le fond, parce que les 2 cas possibles, c'est il y aura une averse ou il n'y aura pas d'averse. Donc, c'est toujours 50 % ou est-ce que c'est pas comme ça que ça fonctionne? Et puis, finalement, on peut se questionner à c'est quoi la différence entre une prévision de probabilité de 30 % ou de 50 % là. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce que, encore une fois, là, c'est quoi la prise de décision que cette personne-là devrait prendre? Donc, tout ça, c'est des pistes de questionnement, des pistes de pilotage. Vous pourrez les retrouver là, dans le cahier de l'élève, dans le guide d'enseignement qu'on vous propose, un peu dans le même type que le cahier et le guide qu'on vous proposait pour la tâche précédente. C'est des questions ouvertes, là, je leur dis, donc ça va être des pistes de réponse qui sont tout aussi ouvertes, mais qui pourront, on espère, vous permettre de réfléchir là, aux probabilités et à la météo dans l'enseignement-apprentissage des probabilités. Tout à fait. Donc, j'ai mis les liens justement dans le clavardage si jamais vous voulez aller voir un peu plus en détail les cahiers d'élèves et guides d'enseignement.
Donc, pour nous, pourquoi on a travaillé sur ces deux tâches-là en particulier? Donc, on voyait un potentiel. Pourquoi? Ben, pour la première, la tempête de neige, on voyait que ça fait combler une espèce de vide conceptuel dans le sens où on n'a pas travaillé dans toutes les tâches, les plus de 1000 tâches qu'on a analysées. Il n'y en a aucune qui ciblait l'espérance mathématique dans le cadre, oui, il y en a qui en ciblaient dans d'autres contextes, mais pas dans le cadre d'un contexte de météo. Et on trouvait qu'il y avait du potentiel, en fait, pour travailler l'espérance mathématique dans ce sens-là. Le fait aussi d'utiliser des données réelles, pour nous, ça avait vraiment une valeur ajoutée et pas juste d'inventer des données. Puis, ça pouvait se faire au deuxième cycle du secondaire. On voyait aussi une belle occasion d'articuler les approches probabilistes, donc de travailler en lien avec l'approche théorique, l'approche subjective et l'approche fréquentielle. Pour la deuxième tâche, qui est la probabilité de précipitation de 50 c'était d'avoir une tâche. La première tâche on veut qu'elle soit un peu ouverte, mais elle reste quand même assez fermée dans le sens où on indique qu'il faut calculer l'espérance mathématique, alors que la deuxième amène plus une forme de discussion. Donc, on voulait avoir une tâche plus ouverte dans un contexte vraiment réaliste. Et on pense, selon nous, qu'elle pourrait être travaillée à divers niveaux scolaires, dès le troisième cycle du primaire jusqu'à n'importe quel niveau du secondaire, plus sous forme de débat, de discussion. Puis, dans l'idée de faire réfléchir aux probabilités de précipitation, puis la valeur d'une prévision de 50 on pense qu'il y a de l'éducation à faire dans ce sens-là, puis qu'on ne devrait pas se fâcher quand on voit un pictogramme avec 50 de probabilité d'inverse. Et on a voulu cibler, en fait, particulièrement des concepts des programmes de formation de l'École québécoise, donc interpréter les probabilités obtenues, prendre des décisions appropriées, puis aussi reconnaître les différents types de probabilités ou associer ce qu'eux appellent les types de probabilités, là, ce que nous, on appelle plutôt les approches probabilistes. Donc, qu'est-ce qui ressort de notre analyse? Bien, on pense que la météo, ça offre des pistes intéressantes pour l'enseignement-apprentissage des probabilités, autant au primaire qu'au secondaire. On pense que les probabilités offrent des pistes intéressantes pour réfléchir à la météo, mais qu'il y a certaines limites, certains glissements conceptuels qu'on a essayé de faire ressortir dans la présentation. Quand on veut faire des liens entre la météo et les probabilités, on voyait des glissements. Puis, on trouvait aussi que, somme toute, sur 1315 tâches qu'on a analysées, il y en avait relativement peu qui touchaient au contexte météo, donc 33 en tout au primaire secondaire. Donc, on trouvait qu'il était peu utilisé comme contexte pour enseigner les probabilités. Puis, quand c'est fait, ce n'est pas toujours bien fait, si on peut se permettre. Donc, c'est pour ça qu'on voulait offrir notre humble contribution en proposant deux tâches qui peuvent être pilotées pour travailler ces concepts-là. En guise de piste future, pour terminer, on pense maintenant à étudier les caractéristiques des tâches qui sont liées à météo dans d'autres domaines mathématiques. On voit un potentiel pour la statistique, pour la mesure aussi, pour mesurer les précipitations, par exemple, ou le vent, ou bon, des choses comme ça. On voudrait aussi aller documenter des ressources qui sont réellement utilisées. Donc, on a été regarder des tâches telles qu'elles sont prescrites, mais pas telles qu'elles sont utilisées réellement dans le contexte. Puis, on veut aussi, d'un autre côté, soutenir ce qu'on appelle l'agentivité didactique. Donc, le fait d'être son propre agent de développement, puis d'être capable d'exercer son pouvoir d'agir sur une tâche, puis pour l'amener ailleurs, pour la prolonger, pour faire autre chose avec cette tâche-là. Donc, en cohérence avec les intentions didactiques, puis les caractéristiques des ressources. Donc, sur ce, nous vous remercions et on est bien intéressés à avoir vos commentaires et vos questions sur le sujet. Merci beaucoup pour la présentation.